Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la blockchain, qui est une technologie utilisée en cryptographie qui permet justement de réaliser un certain nombre, je dirais, d'applications, pas uniquement le Bitcoin, mais effectivement que historiquement, que la naissance de la même blockchain était liée au Bitcoin. Et donc, c'était effectivement la technologie qui a été utilisée pour permettre cette manipulation de Bitcoin, qui est un jeton numérique qui permet de représenter de l'argent et qui est sauvegardé dans un registre. En général, ce registre est distribué entre plusieurs partenaires, donc qui permet d'avoir aussi la preuve que ce jeton-là est bien valide pour tous les partenaires. Mais d'une manière générale, on peut maintenant, avec l'évolution de la blockchain, on peut parler de blockchain dans différents types d'applications qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Alors, pour expliquer cette technologie, on va commencer à partir de la problématique initiale qui a donné naissance à la blockchain. En général, quand les gens veulent faire des transactions financières, ils passent par un tiers de confiance qui est la banque. La banque, en général, elle maintient un registre de compte bancaire, donc là où elle permet de tracer toutes les transactions bancaires. Et en général, quand un client veut faire, par exemple, une transaction pour faire des achats auprès d'un marchand, donc ce qu'il fait, à un moment donné, il donne l'ordre à la banque pour dire je veux payer tel marchand avec telle somme. Et donc, automatiquement, cette banque, tout ce qu'elle fait, elle va réaliser justement la transaction en faisant une écriture sur le grand livre bancaire qui permet de marquer cette transaction, et donc automatiquement elle va débiter le compte client pour créditer le compte marchand. Et bien entendu, cette banque, elle va prélever une commission, c'est-à-dire une certaine somme, pour réaliser cette transaction. Elle ne le fait pas gratuitement, parce que la banque est une société à vocation commerciale. Alors, le problème qui s'est posé, c'est de dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas se passer de ces banques-là pour faire directement des transactions entre les différents partenaires? Suite à une réflexion, effectivement, on s'est dit oui, moyennant l'utilisation de la blockchain. Alors, comment les choses vont s'opérer? Donc, on va expliquer les choses pas à pas en disant, tiens, vous avez ce qu'on appelle le grand livre qui est utilisé et automatiquement donc ce qu'on fait, c'est on prend effectivement des partenaires, par exemple ABCD. Donc supposons qu'à l'origine A qui possède 10 dollars par exemple, et ce qui est matérialisé par ce petit carré qui reflète un peu cette information de base. Alors ensuite, A décide d'envoyer ou de transférer 5 dollars pour B. Et donc, ce qui voudra dire que là, il faut faire cette transaction, donc la relier par rapport à la transaction de base qui consiste à dire que tel compte possédait 10 dollars. Et donc, on va effectivement faire cette transaction et donc le rajouter au niveau de ce grand livre, ce qu'on a appelé le grand livre de compte bancaire, donc qui permet effectivement de faire un transfert de A vers B. Et on donne ici les 5 unités, et donc qui vont être l'appartenance de B. Ensuite, si B lui-même décide de faire un transfert de B vers D de 3 dollars, donc de la même manière, on va faire cette transaction et le rajouter aussi à ce grand livre avec B vers D avec 3 unités, 3 dollars. De la même manière aussi, D qui décide d'envoyer 1 dollar de D vers C. Et donc, on va de la même manière transcrire cette information dans le grand livre.
qui se trouvent à l'intérieur. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait automatiquement à chaque fois? Ces transactions sont, vous regardez à travers ce nœud ici, ce qui va donner, on va essayer de les chaîner. Et d'ailleurs, d'où le nom de blockchain, qui veut dire un ensemble de blocs. Chaque bloc reflète une certaine transaction, une certaine information. Et par la suite, tout est chaîné les uns aux autres. Et effectivement, si vous voyez dans le grand livre, tel que c'était fait manuellement dès le départ, vous avez des écritures bancaires l'une à la suite de l'autre. Et donc, ce grand livre, c'est un ensemble de pages. Et donc, chaque page sur laquelle on transcrit les transactions et qui deviennent automatiquement chaînées les unes aux autres. Et donc, toute la chaîne de transactions, on la retrouve dans le grand livre. Alors, ce grand livre, automatiquement, tel que vous le voyez dans le slide précédent, c'est que ce grand livre, à vrai dire, il est accessible par l'ensemble des partenaires. Et donc, chacun a une vue sur ce grand livre centralisé et qui permet de refléter toute la donnée globale. Et donc, à tout moment, chaque partenaire peut effectivement voir ce grand livre. Il peut décider aussi si une transaction est valide. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a les informations de base et ensuite on a des transferts de ces informations des uns vers les autres, tels qu'on a montré dans le slide précédent. Donc, là, vous pouvez effectivement dire que, par exemple, la dernière transaction, elle est valide. Pourquoi? Parce que D avait déjà reçu 3 $. Et donc, automatiquement, il a la possibilité de transférer $1 vers le C. Et de la même manière concernant toutes les transactions. Alors, toujours dans la foulée, pour montrer effectivement que ce grand livre est un point focal qui permet à tout un chacun de vérifier la validité des transactions. Là, si, par exemple, C tente de transférer 15 $ vers A, ben, automatiquement, cette transaction, tous les partenaires vont dire qu'effectivement, cette transaction, elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'à la suite de toutes ces transactions et ces informations, on voit que C ne possède que $1. Donc, il ne peut pas transférer 15 $. Et donc, automatiquement, cette, je dirais, transaction, elle est invalidée par tous les éléments. Et donc, si une transaction est invalidée, on ne pourrait jamais la rajouter au niveau de ce grand livre. Alors, donc, le problème qui se posait pour permettre une meilleure, je dirais, utilisation de ce grand livre est centralisé. Et si vous voyez, à l'origine, c'était quoi? C'était que toutes les opérations étaient centralisées dans la banque. Et à l'origine, on voulait s'en débarrasser de cette banque qui centralise tout. Et donc, l'idée, ça a été de faire quoi? L'idée, ça a été de faire que ce grand livre doit être distribué à travers tous les partenaires. Et donc, c'est ce qu'on va faire effectivement avec cette blockchain qui permet effectivement d'avoir ce grand livre qui est distribué pour chaque nœud. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nœud possède une copie de ce grand livre. Et donc, à chaque fois qu'il y a une transaction, cette transaction, elle est envoyée et distribuée pour tous les partenaires. Et donc, quand elle est valide, elle est rajoutée par chaque partenaire. Donc, ça, c'est l'utilité de cette blockchain et ce fonctionnement de cette blockchain. Donc, si on reprend un peu l'exemple de tout à l'heure, le grand livre qui était ici distribué à l'intérieur, donc automatiquement, ce qu'on va avoir, on va avoir ce grand livre qui est distribué pour tous les nœuds. Donc chaque nœud, à vrai dire, possède une copie de ce grand livre. Donc c'est ce que vous voyez ici à tout moment. Tout le monde a une vue sur ce grand livre, étant donné qu'il a une copie conforme de ce grand livre pour chaque partenaire. Et c'est comme ça que tout un chacun peut faire localement, je dirais, son travail et voir à tout moment si ce qui est en rouge ici, par exemple, pour faire cette transaction, automatiquement, on pourrait dire que cette transaction ne peut pas se faire, pourquoi, vu des données qui existent au niveau du grand livre. Alors, donc, avec ce principe de dire que ce grand livre est distribué, donc le problème qui va se poser, c'est un problème, je dirais,
synchronisation de ces copies de ce grand livre. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faudrait s'assurer que chaque copie est identique aux autres. Et donc, c'est ça le grand défi à résoudre pour disposer de ce grand livre qui est disponible au niveau de chaque nœud. Et mieux encore, chaque copie, elle est vraiment identique. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de tricher pour essayer de changer, je dirais, le grand livre, automatiquement, tout un chacun peut s'en apercevoir qu'effectivement, c'est le changement qui a été opéré n'est pas un changement valide. On verra pourquoi, parce qu'à tout moment, quand on veut rajouter un élément au niveau du grand livre, il faudrait après apporter ce qu'on appelle la preuve que cet nouveau élément qui va être rajouté est bien valide. Et donc, s'il est valide, donc tout le monde va l'accepter et automatiquement, ça permettra de le rajouter au niveau de ce grand livre. Donc ici, regardez, si vous avez la copie qui existe à tout moment, donc imaginez que ici B désire envoyer $2 vers C. Donc automatiquement, cette transaction-là, elle sera distribuée à tous les partenaires et donc chaque partenaire va essayer de voir la preuve et de retrouver la preuve qu'effectivement B peut effectivement faire cette transaction et donc ça permettra à tout le monde de pouvoir la rajouter au niveau du grand livre. Alors, pour avoir cette preuve que la transaction elle est valide, donc il faut faire un certain boulot. Et c'est pour ça qu'il y a eu la notion dans la blockchain de ce qu'on appelle les mineurs. Donc les mineurs, c'est quoi? C'est des travailleurs qui vont bosser pour essayer de chercher cette preuve. Et en général, parmi tous les partenaires, dès qu'il y a un qui trouve la preuve, donc ce qu'il fait, il va la distribuer aux autres, il leur dit voici, j'ai trouvé la preuve et cette transaction elle est valide. Et donc, chacun peut l'intégrer au niveau de sa copie de registre. Et donc, automatiquement, on aura effectivement toutes les copies de registre qui sont identiques. Donc, ici, vous avez, par exemple, une transaction de la même manière. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand j'ai dit que vous avez des transactions ici, et par la suite, vous avez chaque transaction, on va dire, c'est un bloc, c'est pour ça qu'on l'appelle blockchain. Et ensuite, je veux faire une autre action, par exemple. Donc, ce que vous regardez, je vais pouvoir rajouter un autre bloc à ma blockchain. Et donc, je ne peux le faire que si j'ai trouvé la preuve, effectivement, que cette transaction elle est valide. Et donc, quand j'ai cette preuve, donc, cette preuve, c'est quoi? C'est à vrai dire, c'est une clé ici qui se trouve, ce qu'on appelle la clé de chaînage, qui permet effectivement de chaîner un bloc par rapport à un bloc, moyennant une information qui permet de montrer la validité de cette transaction et donc de pouvoir construire au fur et à mesure cette blockchain. Donc ici, j'ai cette situation. Donc si je veux par la suite montrer, par exemple, ici, de montrer la transaction de B vers C avec $2, ça veut dire que je dois pouvoir rajouter un bloc ici, disons de B vers C de $2. Donc, automatiquement, je suis obligé de montrer, de trouver cette preuve qui permet de dire que ce bloc est valide. Donc, une fois que je le trouve, ça me permettra de rajouter aussi bien ici que là. Donc, on aura la même copie qui se trouve, qui va être distribuée, bien entendu, à tous les nœuds au fur et à mesure. Donc, ces mineurs, c'est quoi? Ils vont essayer de chercher une clé. On va voir tout à l'heure la technique qui est utilisée. Et donc, pour pouvoir chercher cette clé, naturellement, donc, vous avez un temps de calcul. Alors, cette clé que vous allez chercher, il n'y a pas, je dirais,
une formule à calculer et donc vous trouvez la clé. Ça serait trop facile pour le faire. Mais en général, la recherche, elle est plus ou moins aléatoire. Et donc, vous devez faire un certain calcul d'une manière aléatoire jusqu'à tomber sur cette clé qui vérifie effectivement je dirais, la condition qui est imposée par la blockchain, qu'on essaiera d'expliquer par la suite. Donc, en général, ce qui se passe dans les premières versions, quand on parlait de blockchain, on parle de Bitcoin. Pourquoi? Parce que le mineur, celui qui va chercher cette clé, il la trouve, automatiquement, il sera récompensé. Et donc, la récompense, elle se fait en Bitcoin. Et donc, à chaque fois que quelqu'un travaille, pourquoi? Parce que ça, c'est, je dirais, le fruit de l'effort. Et donc, il sera récompensé par un Bitcoin. Naturellement, lui, quand il fait de calcul, ça veut dire qu'il utilise sa machine, il utilise la puissance électrique, etc. Tout ça, c'est des frais pour lui. Donc, c'est une manière de le récompenser pour le travail qui a été fourni pour l'ensemble des partenaires. Alors, ici, toujours, quand on va continuer, justement, le mineur va effectivement faire le boulot et donc on aura une nouvelle transaction, donc le B qui décide de transférer 2 $ vers C. Donc automatiquement, une fois qu'on trouve la preuve que cette transaction est valide, on pourra par la suite la rajouter effectivement à la blockchain. Et donc, vous voyez ici que l'état de la blockchain, c'est un rajout d'un bloc supplémentaire. Et donc, parce qu'il a été validé, et donc on arrive à le chaîner avec l'ancien bloc. Donc, ça, c'est le principe justement de la blockchain, comment qu'elle fonctionne. Et donc, en définitive, la blockchain, c'est quoi? C'est une technologie permettant de stocker de manière distribuée et sécurisée. Donc, on a vu le problème de la banque, c'était un grand livre qui était centralisé. Par la suite, ce grand livre devient un livre qui est décentralisé et donc qui est distribué entre les différents partenaires qui collaborent pour l'usage de cette blockchain. Et donc, en résumé, comment elle fonctionne, la blockchain. Donc, vous avez une requête de transaction. Donc, vous voulez faire une transaction. Vous êtes obligé de la diffuser à tous les partenaires. Ensuite, donc, une fois la diffusion est faite, donc il faut chercher cette clé pour valider cette transaction. Une fois que la transaction a été validée, automatiquement, cette preuve est envoyée à tous les partenaires et donc on peut la rajouter au niveau de la blockchain, c'est-à-dire chaque partenaire, il possède la preuve et donc il peut l'intégrer au niveau de je dirais, de sa blockchain. Donc on se retrouve avec une copie de blockchain qui peut se faire à tous les niveaux. Et donc là, ça c'est le résumé. Donc vous avez une transaction. Donc, l'exemple le plus classique, c'est une crypto-monnaie. Et j'avais dit que ce n'est pas forcément une crypto-monnaie, ça peut être des contrats. Donc, dans la littérature, vous trouvez ce qu'on appelle les contrats intelligents. Donc, les contrats intelligents, en général, c'est quoi? C'est que vous avez une certaine condition et un certain contexte. Dès que les conditions sont vérifiées, automatiquement, vous déclenchez un mécanisme qui est utilisé. Et vous pouvez avoir des enregistrements qui se font, par exemple, et puis vous décidez à chaque fois de créer un enregistrement pour pouvoir le rajouter à la blockchain, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la blockchain n'est pas exclusive pour la Bitcoin. Elle peut se faire maintenant dans tous les, je dirais, un ensemble d'applications qui existent maintenant dans la littérature que vous pourrez trouver et qui peut utiliser cette technologie de Bitcoin. Alors, une fois que vous avez cette requête qui est formulée, vous devez la diffuser donc sur un réseau peer-to-peer, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de nœuds et vous allez effectivement diffuser l'information à tous les nœuds. Donc, les nœuds du réseau vont valider la transaction et le statut automatiquement de l'utilisateur pour dire qu'il faudra que ça vienne d'un partenaire au niveau de cette blockchain. Et par la suite, vous allez, grâce à des algorithmes,
Alors, dans ces algorithmes, en général, quand on trouve cette preuve, il y a ce qu'on appelle un consensus qui est mis en avant entre les différents je dirais, partenaires. Et une fois que le consensus est abouti, on peut par la suite valider cette transaction et ce qui permet effectivement de rajouter à la transaction au niveau de la blockchain. Et donc, cette blockchain est devenue maintenant, je dirais, une source d'inspiration pour développer différents types d'applications qui peuvent être utilisées. Alors, jusqu'à présent, je dirais, on a été beaucoup plus, je dirais, d'une manière un peu académique et, je dirais, beaucoup plus théorique. On essaye de passer au niveau je dirais, de la pratique. D'un point de vue pratique, on peut voir maintenant cette petite démonstration de blockchain. Alors, les blockchains utilisent ce qu'on appelle des blocs. C'est ça le principe. Le principe, c'est d'avoir un bloc. Dans ce bloc, il y a des transactions, c'est ce qu'on a expliqué, c'était relativement à l'historique de Bitcoin. Mais pas forcément des Bitcoins, ça peut être de la data, ça veut dire que c'est n'importe quelle information qui peut être recueillie au niveau des données. Et le principe qui est utilisé dans le blockchain, c'est principalement des fonctions de hachage. Une des fonctions de hachage les plus utilisées dans le blockchain, c'est le SHA 256, c'est-à-dire qu'il y a 256 bits qui sont utilisés. Et regardez, ici, c'est le hash de ce bloc qui est vide. Donc, ce bloc, il suffit de regarder maintenant, si je change ce bloc, voici le haché. Vous voyez ici, par exemple, le haché, c'est 7, 2, 2, 5, 4, etc. Automatiquement, si je change ce haché, regardez, on se retrouve avec un nombre. Donc, si je change le contenu, tout à l'heure, j'ai mis, regardez, j'ai mis, si je mets Belkhir uniquement, voici ce que ça donne comme élément. Si par contre, je rajoute un élément, regardez, ça change au fur et à mesure. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques des fonctions de hachage. C'est ce qu'on avait vu dans le cours en disant que la moindre modification, je dirais, de la donnée, automatiquement le haché qui est calculé va changer. Alors ça, c'est le principe de base justement pour aboutir par la suite au blockchain. Alors là, j'ai montré juste l'utilisation de la fonction de hachage qui consiste à dire vous avez de la donnée, ça peut être un message, un fichier, n'importe quelle donnée, et chaque fois, pour chaque donnée, automatiquement, il y a un haché qui lui correspond. Et donc ça, c'est le principe qui va être utilisé dans les blocs. Donc, je vais augmenter un peu cette notion maintenant et je parle de blocs. Alors, naturellement, quand j'ai des blocs, la première des choses, pour identifier les blocs, donc je leur donne des numéros. Donc, pour chaque bloc, il va posséder, regardez ici, vous avez un numéro de ce bloc qui est utilisé. Et par la suite, pour chaque bloc, je vais utiliser un nonce. Le nonce, c'est quoi? C'est un nombre aléatoire qui est utilisé une seule fois. Et par la suite, regardez, là, j'ai un nonce qui est un nombre aléatoire quelconque. La donnée ici, elle est vide. Regardez ici, j'ai cette valeur. Si, par exemple, dans la data, j'ai envie de mettre une information supplémentaire, regardez ce qui s'est passé. Donc, pour s'en apercevoir, il faut avoir le coup d'œil. Regardez, là, c'est le bloc original. Il a un numéro. Il y a un nombre aléatoire quelconque. Là, c'est 8. Et regardez, voici le H qui est là. Alors, il faut toujours avoir le regard très pointu pour faire la différence. Regardez ce H qui commence par 4 0. Alors, et regardez la couleur
de tout ce bloc, elle est en verte. Pour dire quoi? Tout simplement d'une manière visuelle, pour vous dire, ça c'est un bloc valide. Si maintenant, je vais le modifier, donc je rajoute de l'information au niveau de data, le bloc il devient en rose pour dire que, tiens, ce n'est plus valide. Pourquoi? C'est, à vrai dire, on utilise ce hash. Et ce hash est une preuve de validité on a parlé tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, pour dire qu'un bloc, il suffit qu'il soit valide pour qu'on puisse le rajouter au niveau de la blockchain par la suite. Donc ici, ce qui se passe, je vois que mon bloc n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il a changé de couleur. Et donc, comment je sais que le bloc est valide ou pas? À vrai dire, je vais utiliser un hash. Mais le hash avec des conditions un peu particulières. Donc, si vous regardez la condition, vous allez la deviner de facto vous-même. Regardez ce hash. Quelle est sa caractéristique? Donc, sa caractéristique ici, il commence par 4 zéros. Par contre, quand je mets de l'information, ce bloc ne devient plus valide. Quand est-ce qu'il devient valide? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher ce nombre aléatoire qui est là, qui va correspondre à cette information, donc en relation avec cette information, de telle sorte que le hash commence par 4 zéros. Donc, pour pouvoir le faire, c'est que je dois faire des calculs. Donc, ces calculs, c'est quoi? C'est que je vais prendre des nombres aléatoires. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que, tout à l'heure que le calcul se fait d'une manière aléatoire. Donc, je vais avoir lancé un programme qui permet de calculer ce en nonce. Donc, je vais faire des tests au hasard. Prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et c'est une boucle jusqu'à avoir un H qui commence par 4 0. Et donc, comment le faire? C'est grâce à un petit programme qui est lié à un haut partenaire qui utilise ce blockchain. Et on avait parlé de mineur tout à l'heure. Donc, le mineur, ça permet de miner. Donc, miner pour pouvoir chercher et essayer de trouver la bonne valeur. Donc, ici, si je mets miner, donc ça permettra de lancer en arrière-plan ce programme de calcul qui va essayer de me trouver quel est le nonce qui est correct et qui permet de me donner cette valeur du haché, donc jusqu'à se retrouver la bonne valeur qui répond à mon exigence. Et mon exigence, c'est quoi? C'est de trouver effectivement un haché qui commence par 4 zéros. Donc ça, c'est le principe justement de calcul qui se trouve au niveau de cette technologie de hachage. Donc, comme vous le constatez, ça a pris un certain temps. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et regardez, tiens, le nonce, il a changé. Voici le nonce, c'est complètement différent. Mais regardez ici ce que j'ai trouvé. Effectivement, j'ai trouvé le hash valide qui permet de dire ça, c'est la clé qui permet de dire effectivement, j'ai un haché qui commence par 4 0. Et donc, automatiquement, même la couleur ici, d'un point de vue démonstration, ça vous a permis effectivement de voir que maintenant ce bloc, il est valide. Et donc ce bloc, je peux l'intégrer par la suite au niveau de ma blockchain. Et donc, ça, c'était pour aller en profondeur par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que effectivement, j'ai besoin d'une clé. Là, vous avez une idée sur la clé qui est utilisée. C'est pour dire que ma clé, c'est quoi? Ça veut dire d'avoir un haché avec un certain nombre de zéros. Là, l'exemple qui est pris, c'est de considérer comme étant avoir 4, ça veut dire la valeur automatiquement minimale qui va être trouvée, c'est de dire 4 zéros, vous avez un 1 et une suite de zéros. Ça, c'est la valeur minimale que vous devez avoir. C'est ce qu'on appelle dans la littérature la valeur minimale de validation. Et ou cette valeur minimale de preuve je dirais, de la validité. Et donc ici, dans cet exemple, j'ai les 4 zéros. Vous pouvez avoir dans d'autres exemples, d'ailleurs, si vous travaillez avec blockchain, vous allez être amené à fixer vous-même votre valeur minimale, c'est-à-dire pour dire combien de zéros que vous désirez avoir au niveau de la blockchain. Et donc,
ce qui vous donne une idée justement sur cette validation de blockchain, c'est-à-dire qu'il y a un travail en profondeur, en arrière-plan qui se fait et qui permet de valider un bloc. Donc, bien entendu, si ce bloc est validé, il pourra être intégré dans une blockchain, c'est-à-dire une chaîne de blocs qui est liée les uns aux autres. Donc, regardez ici, j'ai plusieurs blocs, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, etc. Donc, j'ai un certain nombre de blocs qui sont utilisés et qui sont tous en vert. Alors, ce qu'on avait dit, que pour un bloc, il faudrait qu'il soit valide. Donc, valide, pourquoi? Parce que ça me permettra d'avoir la bonne valeur aléatoire et d'avoir, je dirais, le haché de ce bloc. Regardez, tous les blocs commencent par 4,0. Alors, automatiquement, à l'état initial, effectivement, comme le premier bloc, comme on avait dit, on va chaîner les différents blocs. Donc, le lien de chaînage, ou cette clé de chaînage qu'on a montré tout à l'heure dans le cours, ce n'est autre que cette valeur du haché qui a été calculée. Alors, bien entendu, ici, on va chaîner les uns aux autres. Donc, chaque bloc, à vrai dire, il a un précédent et un suivant. Sauf, bien entendu, le premier. Le premier, il n'a pas de précédent. Et donc, c'est pour ça que ici, vous voyez la valeur de 0 partout. Par contre, ici, dans le hash, c'est le suivant. Le suivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est le hash du bloc suivant. Or, le bloc, je dirais, si je parle ici, j'ai le précédent et le hash du bloc. Donc, ici, j'ai mon bloc et le précédent, je ne l'ai pas, parce que c'est le début. Par contre, ici, j'ai le hash, donc qui est une valeur valide qui commence par 4,0. Et je vais le chaîner. Donc, ce bloc, quand il sera mis dans la blockchain, on avait dit qu'il y a un lien ou une clé qui permet de chaîner les blocs les uns aux autres grâce à cette valeur de hash. Regardez previous, donc c'est qui permet de donner le hash du précédent. Donc, regardez le précédent, c'est 4,0, 15, 78, etc., etc. Donc, vous avez la même chose. Donc, si vous essayez de voir tout le reste, ça va être d'une manière complètement identique. Et donc, automatiquement, vous avez ici, vous avez ce hash. Donc, vous allez le trouver ici comme étant le précédent de celui-là. Et de la même manière, celui-là, son précédent, c'est celui-là, et ainsi de suite. Et donc, je dirais, cet ensemble de blocs, c'est ce qui permet de montrer à l'origine cette idée de parler d'un registre de transactions qui sont faites et qui sont centralisées. Par contre, maintenant, on avait dit que la blockchain, c'était une blockchain qui était distribuée. Donc, la blockchain, elle est distribuée, cela voudra dire que j'ai plusieurs partenaires. Donc là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans l'exemple. Peer A, donc vous avez le premier élément A, vous avez le B, vous avez le C, donc les trois partenaires, et qui possèdent effectivement la même vision concernant ces blocs. C'est-à-dire, vous trouvez effectivement les mêmes blocs de part et d'autre. Et donc, avec toutes les informations, ici, regardez, c'est 0012, là, 00B9. Donc, si vous remontez, vous allez trouver la même chose. Donc, 0012, etc. Donc, vous avez cette même, je dirais, philosophie qui existe et qui permet de retracer un peu les différents blocs. Donc, ici, ce que vous avez des blockchains. Ici, par exemple, c'est 1, 2, 3. Donc, dans le peer B, vous avez 1, 2, 3. Et par contre, ici, dans le C, il a une partie du blockchain, c'est le 2, 3 et le 4. Et donc là, mais si vous cherchez les informations, vous allez trouver les mêmes informations concernant ces blocs à différents niveaux. Maintenant, pour montrer effectivement que ces blocs sont valides, donc si quelqu'un essaye par exemple de tricher et de changer un bloc, regardez ce qui se passe. Donc, automatiquement, sa blockchain ne devient pas valide. Donc là, celui-là, il est invalide, automatiquement, il va invalider l'autre.
Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de chaînage entre les deux. Donc, il va falloir mettre au point. Et automatiquement, si vous essayez de valider ça, ça veut dire que vous voulez tricher et en même temps de valider. Ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer ça. Donc, pour corriger celui-là, et ensuite, une fois que celui-là est corrigé, vous devez corriger le suivant, et ainsi de suite. Donc, du coup, il sera difficile de, je dirais, de faire toutes les corrections. Pourquoi? Parce que déjà que ça prend du temps, et par la suite, au niveau de la blockchain, votre blockchain que vous possédez ici ne sera pas admise chez les autres parce que les autres, ils ont une certaine information que vous, vous n'avez pas la même. Et donc, ils ne vont pas déclarer votre blockchain comme étant valide. Et donc, ça, c'est ce qui fait, s'il donne la puissance et il donne la sécurité au niveau de la blockchain, c'est que tout changement est perceptible par la suite au niveau des autres partenaires. Et donc, les autres partenaires ne vont pas accepter le changement opéré par un des éléments. Et donc, ça, c'est ce qui fait la force de cette blockchain d'une manière distribuée. Alors, en général, dans cette blockchain distribuée, en général, il y a plus de données, je dirais, qui sont utilisées. Vous pouvez avoir un ensemble, je dirais, de données qui sont utilisées. Là, les exemples qui sont donnés, c'est par rapport à l'exemple qu'on a montré tout à l'heure. Vous avez plusieurs partenaires et il y a des transactions qui se font, par exemple, de l'un vers l'autre, là, qui décident d'envoyer 25$ du premier au deuxième, et ainsi de suite. Donc, vous avez un ensemble de transactions qui sont faites et qui sont validées au fur et à mesure par les différents partenaires. Et donc ça, c'est vous avez une perception, je dirais, globale au niveau de chaque partenaire qui dispose de ces informations. Alors, ces informations, il est vrai, quand on fait des transactions, donc ici, ce qu'il n'y a pas, par exemple, c'est de dire que celui-là, il en vend 25$ du premier au deuxième, mais qu'est-ce qui prouve qu'il a les 25$? Donc là, ça veut dire qu'il y a une phase en général d'initialisation qui est utilisée dans les blocs. Et donc, dans les blocs, ce que vous avez effectivement des informations supplémentaires qui ont été rajoutées dans le bloc, en plus du numéro, du nonce. Donc là, vous avez l'initialisation qui peut dire que Anders possède 100$. Et de la même manière, c'est le bloc initial qui permet d'initialiser les informations et ensuite, à partir de celui-là, vous pouvez avoir un ensemble de transactions qui sont faites et automatiquement qui peuvent être utilisées comme information de base et d'utilisation de cette information pour valider les informations futures. Et là, vous trouvez effectivement toutes ces informations. Alors, ça, c'est une structuration de votre bloc. Alors, naturellement, on fonctionne là, c'est par rapport à des transactions, mais tout dépend de votre, je dirais, votre usage. Donc, si votre usage se trouve dans d'autres secteurs, par exemple, un des secteurs de recherche actuellement qui se fait, c'est le secteur de la santé. Donc, ce que vous pouvez trouver, ce n'est pas des transactions financières, mais vous allez trouver des informations, par exemple, médicales, où un patient reçoit un certain nombre de services médicaux qui permettent de dire qu'il a reçu tel médicament, il a fait telle radiologie, telle analyse, il a telle maladie, etc., etc. Là, vous avez des blocs qui sont enchaînés pour chaque patient et ce qui permettra de retracer un peu son profil de santé grâce à la blockchain. Donc là, ça vous donne effectivement l'usage de la blockchain que vous pouvez programmer par la suite. Il y a des exemples sur le net que vous pouvez trouver particulièrement en langage Python, par exemple. Vous avez tous les éléments et les ingrédients qui permettent de créer une blockchain
avec différents blocs que vous pouvez structurer vous-même pour mettre des informations dont vous en avez besoin. Et bien entendu, l'usage des fonctions de hachage qui sont fournies par l'API de cryptographie, etc. Et donc, vous pouvez construire vous-même votre blockchain. Donc ça, c'était une introduction globale qui permet de montrer l'usage et les définitions de blockchain.